Des forêts, des fjords, des montagnes, un littoral infini et une culture indigène bien vivante. La Nouvelle-Zélande est une terre sauvage de toute beauté que ses habitants ont à cœur de préserver. Ce petit pays a un grand rêve, devenir la première nation durable au monde. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Dans le Pacifique Sud-Ouest, à près de 2000 km à l'est de l'Australie, s'étend un pays isolé, la Nouvelle-Zélande. Entourée par l'océan Pacifique et la mer de Tasman, celle-ci est formée de 2 grandes îles et d'une ribambelle d'îlots. Son peuple indigène, les Maoris, l'appelle Aotearoa, la terre du long nuage. La beauté saisissante de la Nouvelle-Zélande est au cœur de son identité. Les Maoris se considèrent comme les gardiens de la terre, de la mer, des plantes et des animaux. Je me fais plaisir. Il faut un petit moment avant d'être en phase avec le sujet. Il y a tellement de détails et une belle beauté dans le corps humain. Je joue avec. À l'origine, le tatouage maori, ou tamoko, se faisait à l'aide d'un os d'albatros. Cette pratique sacrée est une manière d'inscrire l'histoire d'un individu sur son visage. Pour nous, le moko remonte à la nuit des temps. On a une légende et un ensemble de récits qui racontent les origines du moko. Il symbolise ma généalogie, du côté de ma mère et du côté de mon père. Ces traits représentent le souffle de vie passant à travers les narines. C'est ainsi que l'homme a reçu le souffle de vie du créateur Io. On l'associe au dieu. Le dieu gardien de cette forme d'art est aussi le dieu des tremblements de terre. Pour moi, ça signifie que l'histoire et la tradition du moko sont rattachées à la terre. Quand on regarde la terre d'en haut, on voit des vallées et des crevasses. Le dieu qui crée les tremblements de terre et qui fait bouger le sol est également celui qui donne son moko à Papatonuku, la terre-mère. Beaucoup de spirales sont inspirées de la fougère arborescente. C'est le motif koru. Il évoque la régénération et le début de la vie. Tous les symboles sont très positifs. Il n'y a pas de symbole négatif dans notre art. Tous nos motifs sont inspirés de la nature. Ou bien ils représentent le mouvement, la dualité, des éléments mâles et femelles. La plupart d'entre eux s'enracinent dans les récits ésotériques. Là, sur ma lèvre inférieure, c'est un double motif koru. C'est le symbole du requin marteau, mango paré en maori. Dans le moko, c'est le signe de la ténacité. C'est pour améliorer vos capacités à protéger et à défendre. Je suis très fier de porter une marque de mes ancêtres. La vénération que les Maoris éprouvent pour la terre et la mer est aujourd'hui partagée par la culture Pākehā, celle des Néo-Zélandais d'origine européenne. Ici, l'eau n'est jamais à plus de 130 km. L'océan et ses côtes sauvages sont au centre de l'identité néo-zélandaise.
Voici l'endroit où la mer de Tasman rencontre la Terre. C'est également là que des centaines et des centaines de fous australes viennent nicher. Ces beaux oiseaux de mer, très gracieux, ne viennent à terre qu'une fois par an, pendant la période de reproduction. Ces adultes sont en pleine parade nuptiale. Leur vol est fluide et gracieux. Quand l'un d'eux s'approche et qu'il frôle presque ses congénères avant de repartir, je peux l'isoler avec la mer pour toile de fond. Ça donne une photo très nette, très élégante. Autant ils sont gracieux au-dessus de l'eau, autant ils sont maladroits sur terre. Ils se dandinent comme des poulets jusqu'à leur nid. Certains s'écrasent littéralement dessus. Mais quand ils s'envolent et qu'ils déploient leurs ailes d'1,80 m d'envergure, soudain, le vilain petit canard devient un gracieux albatros. Comme dans la plupart des régions dépourvues de route, le meilleur moyen d'accéder à l'arrière-pays est l'hélicoptère. Sur le trajet menant au glacier Franz Joseph, la vue est saisissante. J'ai survolé beaucoup de montagnes, mais celles-ci sont si abruptes, si jeunes, leurs arêtes sont si tranchantes que j'en ai le souffle coupé. Quand on regarde un glacier d'en haut et qu'on observe le rythme de ses cassures, on a l'impression de voir les vagues d'un océan. Elles sont très régulières. À mes côtés se trouve Peter Eden, l'un des naturalistes et réalisateurs de documentaires les plus respectés de Nouvelle-Zélande. Il y a plus d'une centaine de glaciers en Nouvelle-Zélande. Et celui-ci est un des deux seuls qui s'écoule sur la face ouest jusque dans la forêt. La dynamique d'un glacier, c'est tout d'abord son écoulement. Au sommet, ce n'est qu'un banal champ de neige. Puis il prend du volume, il commence à s'écouler, et quand il arrive sur cette pente très abrupte, il forme ce qu'on appelle une cascade de glace. Celle-ci est pleine de crevasses et de séracs. On verra des grottes glaciaires un peu plus loin. Elles sont spectaculaires. Espèce introduite, cette chèvre sauvage appelée jarral s'est bien acclimatée aux Alpes néo-zélandaises. C'est assez incroyable de voir ces deux bêtes se mouvoir avec agilité dans cet enchevêtrement de sérac. C'est un environnement très dangereux. Et pourtant, elles attaquent les virages et les murs de glace comme si de rien n'était. Une belle grotte de glace. Allons l'explorer. C'est magnifique. La texture à l'intérieur de cette grotte est très différente de l'extérieur. Dehors, vous avez des angles très pointus. Ici, la glace a été érodée par le vent et la pluie. Ça donne un relief très doux, très élégant. Tout est translucide. J'essaie de capter l'impression qui se dégage de la glace et la manière dont la lumière se réfracte. Je veux restituer cet énorme cube de glace translucide à travers lequel je marche. Vu du ciel, ce paysage est assez étonnant. De ces jeunes montagnes enveloppées de nuages émane une sérénité particulière.
Milford Sound est la porte d'entrée vers le Fiordland, l'une des régions les plus belles et les plus sauvages de l'hémisphère austral. Ces fjords spectaculaires, sculptés par l'action des glaciers, ont ensuite été immergés suite à l'élévation du niveau de la mer. Vue des airs, cette kyrielle de chutes d'eau se jetant dans l'océan du haut des falaises abruptes offre un spectacle remarquable. C'est spectaculaire cet environnement. Oui, Milford Sound, Piopiotahi en maori. C'est incroyable de voir des montagnes aussi hautes plongées dans la mer. Oui, c'est étonnant. Celle-là fait 1500 mètres, et encore ce n'est pas la plus haute. Et elle s'enfonce de 300 mètres sous l'eau, donc en tout, elle fait 1800 mètres. Ses flancs sont presque verticaux, c'est exceptionnel. Well, it's gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise his heaven up higher. It's gonna rain, it's gonna rain. Well, it's gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise his heaven up higher. It's gonna rain, it's gonna rain. Les Maoris ont trouvé un beau nom pour ce pays, Aotearoa, le pays du long nuage. Les nuages appellent la pluie, et aujourd'hui, on est pile sous le long nuage. Le sud-ouest néo-zélandais est sans aucun doute la plus belle terre sauvage de l'hémisphère austral. Cet immense site classé au patrimoine mondial couvre 1/10 du territoire néo-zélandais. Un tiers du pays est en zone protégée. C'est un record mondial. D'où vient cette volonté de préserver la nature? À l'origine, des Maoris. Ils ont un concept fabuleux, le Kaitia Kitanga. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais ce qui s'en approche le plus, c'est le mot « protection ». On fait partie de la nature. Et du fait qu'on est doté d'une intelligence, d'un esprit, on a le devoir de prendre soin des plantes, mais aussi des animaux, des insectes. Et ce, pas seulement pour nos enfants, mais pour toujours. Et pas parce qu'on est supérieur à tout ça, mais parce qu'on en fait partie. Je vais vous montrer ce que j'ai vu pendant ma dernière expédition. C'est une vue spectaculaire sur Milford Sound. Au dernier virage, tout d'un coup, on voit apparaître cette chute d'eau accrochée à la paroi. Regardez! Ce sont juste des petits bouts de glace, ça, je pense. Elle est bien, celle-là. Super. Un héron vient de se poser dans son nid et ses deux petits réclament à manger. C'est très dynamique avec ce plumage blanc brillant. Quand ils se posent, pendant quelques secondes, leurs ailes battent de haut en bas et chaque plume se détache clairement. C'est très graphique et très artistique. Au milieu de ces beaux hérons blancs, on peut voir une spatule royale, un oiseau étrange qui tire son nom de la forme de son bec. Ces oiseaux sont très actifs. Il y en a un là-bas qui cherche à manger, au bord de l'eau. Est-ce vrai que les Maoris ont un lien particulier avec ces oiseaux? Tout à fait, un lien étonnant. Un kotuku, un héron en maori, c'est un ami très cher qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les Maoris vénèrent également les hérons parce qu'ils les voient partir au nord après la période de reproduction. Et pour eux, c'est un présage de mort. Les hérons accompagnent l'esprit des morts. C'est un long voyage. Ils emmènent les esprits jusqu'à l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande, puis ils traversent l'océan pour rejoindre leur terre ancestrale, Hawaï. À l'est des Alpes méridionales, l'air devient plus sec.
le ciel s'élargit et l'horizon s'ouvre. C'est le pays du mouton. Voici une scène typique de Nouvelle-Zélande. Ici, il y a bien plus de moutons que d'habitants. Et avec un troupeau, des pentes herbeuses et les Alpes en arrière-plan, en une image, vous avez résumé la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande compte 34 millions de moutons pour seulement 4 millions d'habitants. Ce berger surveille son troupeau de moutons mérinos qui produisent la meilleure laine du monde. Pourquoi on déplace les moutons? Ils restent ici 3 ou 4 mois. Ils mangent toute l'herbe. Après, l'herbe est moins bonne. Donc on les déplace à un endroit où elle est meilleure. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on les ramène à la bergerie et qu'on sèvre les petits. Dans les alpages, sans les chiens, il faudrait entre 20 et 30 hommes. Plus on a de chiens, moins il faut d'hommes pour déplacer le troupeau. C'est l'endroit rêvé pour photographier ces moutons et ces chiens de berger qui guident le troupeau. Avec en toile de fond cet incroyable paysage. Oh, joli! Voici un autre animal très présent dans ces montagnes. Le kea, un perroquet alpin. Ils ont un plumage magnifique. Chaque plume est bordée d'une bande sombre. Le bec est très robuste. Il pourrait facilement vous couper un doigt. Ils sont très curieux. Ils tournent souvent autour des promeneurs. Ils adorent les éléments en caoutchouc sur les voitures et sont attirés par tout ce qui brille. C'est un oiseau absolument splendide. Hey les amis, vous voulez être sur la photo? On fait un reportage sur la Nouvelle-Zélande et vous seriez des sujets parfaits. Très bien. Salut toi. Viens. Ça c'est un gros plan. Ce sont de petits coquins. Voilà ce que j'attendais. Là, c'est une forêt de hêtres, typique de la Nouvelle-Zélande. Ces arbres sont tordus par le vent et recouverts de mousse et de lichen. Ils créent un tableau assez fantasque dans cette belle forêt. On est face au plus haut sommet de Nouvelle-Zélande, le mont Cook. C'est magnifique, et le vent est tellement calme que le reflet est presque parfait. Ce qui frappe quand on parcourt la Nouvelle-Zélande, ce sont ces paysages intacts. J'essaie de saisir l'essence des lieux. Le rythme de la rivière est hypnotisant. Ça libère mon esprit de bien des façons et ça me permet de dégager une énergie brute.
Ces forêts de haute altitude ont une texture étonnante. Les rochers, les arbres, le sol, tout est couvert d'un tapis de lichen et de mousse. Une de mes photos préférées de cet endroit, c'est celle de deux arbres enchevêtrés avec un rocher en arrière-plan. Le rocher est couvert de mousse, la lumière est douce. Les troncs des arbres à l'arrière-plan sont presque entièrement dissimulés sous une couche de champignons, de mousse et de lichen, à tel point que ça devient un monde abstrait. La volonté de la Nouvelle-Zélande d'être une nation durable ne date pas d'hier. Cette notion est l'essence même de la pensée maori, qui considère les hommes comme étroitement liés à la nature. Je suis avec Blaine Te Rito, un artiste maori réputé. Les Maoris ont un formidable concept, prendre soin de la terre. Kaitia Kitanga. Ce concept remonte à la création du monde. Quand le ciel père a été séparé de la terre-mère, leurs enfants ont entrepris de créer certains éléments du monde naturel. On fait partie de ces éléments et on considère donc les arbres, les pierres et les insectes comme des membres de notre famille. On a tous les mêmes ancêtres. Le Kaitia Kitanga, c'est prendre soin de votre famille physique humaine, mais aussi de votre famille dans les eaux, les forêts et les arbres. Si vous voulez utiliser un arbre pour faire de la sculpture, c'est comme si vous ôtiez la vie à un cousin. Et donc, il y a un rituel, un karakia, un protocole à respecter. On demande l'autorisation de prendre la vie de l'arbre. Quand on me demande de créer une œuvre d'art, je sais qu'elle doit être près de la mer, dans la forêt ou dans le bush. Je m'assois et je fais le vide en moi. Il suffit d'ouvrir son esprit pour que l'esprit des lieux entre en vous et s'exprime à travers vous. Le peuple néo-zélandais entretient un lien étroit avec son environnement. Les Néo-Zélandais ont conscience de vivre dans un beau pays et leurs efforts pour préserver ces îles devraient nous servir d'exemple. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.